Alors, bonjour à tous. Mon nom est Anne et je gradue à présent donc, du bac en droit de l'Université McGill. Et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui, comme sujet de présentation, de la fraude par paiement autorisé, un nouveau type de fraude et la responsabilité potentielle des banques en de tels cas. Et comme la dernière a passé, je ferai des petits clins d'œil aussi aux présentations de mes collègues. C'est super intéressant de voir toutes les présentations se dialoguer autour, entre autres, de la protection du consommateur. Alors, avant de commencer, peut-être je poserai une question au public, à savoir si dans la salle, en levant la main, il y en a qui ont déjà reçu un message texte ou un appel téléphonique avec une opportunité d'investissement, peut-être en crypto-monnaie, à l'apparence un peu louche, ou un membre de la famille a besoin urgent d'un transfert d'argent, soi-disant dans un pays étranger. Il y a une confession amoureuse d'un étranger, en quête d'argent, toujours. J'ai vu quelques mains se lever. Il y en a d'autres qui ont été épargnés, mais donc ceux qui ont levé la main sont familiers. On a un public averti, familier avec ce phénomène de la fraude par paiement autorisé, qui est un nouvel type de fraude qui consiste à tromper la victime afin qu'elle transfère elle-même les fonds de son compte vers un compte géré par le fraudeur. Alors, les exemples les plus fréquents sont ceux que j'ai mentionnés, la fraude à l'investissement, les fraudes amoureuses, la fraude des grands-parents, la fraude au trop perçu. Et c'est un nouveau type de fraude qui pose des questions juridiques très, très intéressantes parce que, contrairement à d'autres types de fraudes comme par exemple le vol d'identité ou le phishing, ici on a le titulaire de compte lui-même qui donne l'ordre de paiement et se rend compte par la suite qu'il a été dupé. Alors, les banques, jusqu'à présent, refusent de rembourser le consommateur en citant leur obligation stricte, évidemment contractuelle, d'exécuter l'ordre de paiement du consommateur sans se poser des questions, sans s'immiscer dans les affaires économiques de leurs clients. Alors, c'est aussi un type de fraude qui devient de plus en plus répandue en Amérique du Nord ces dernières années, à un tel point qu'elle constitue désormais une priorité de politique publique au Canada. Le budget fédéral de 2025 parle de menaces sérieuses croissantes pour le bien-être financier des gens partout au pays et cite des chiffres très inquiétants. Selon le Centre antifraude du Canada, les pertes déclarées liées à la fraude auraient atteint 643 millions de dollars en 2024. C'est une augmentation de près de 300% depuis 2020, et ce, alors même qu'on estime que seulement une fraction de 5 à 10% des fraudes sont signalées. On a aussi des rapports de différents organes de l'ONU dans les 2 dernières années qui parlent de ce phénomène de scam farms. Alors, vous avez peut-être vu passer ça dans les journaux. C'est en fait des réseaux criminels très sophistiqués qui sont à l'origine de ces fraudes. Ce n'est pas un individu isolé comme vous et moi contre un autre, mais on a affaire à des syndicats criminels qui développent ces mini-villages qu'on appelle scam farms, surtout en Asie du Sud-Est, où des centaines de milliers de personnes issues de la traite humaine travaillent tous les jours sur la menace de violence, de torture, d'exploitation sexuelle, à faire ces appels, à envoyer ces messages textes pour atteindre des objectifs financiers de fraude. Alors, ce phénomène-là nous fait réaliser que c'est difficile de dire que le consommateur a tort, que le consommateur aurait dû être plus prudent, qu'il a été trop dupe, trop crédule, alors qu'il fait face à un phénomène sophistiqué qui utilise des tactiques psychologiques avancées. Alors, comment faire dans ce contexte où on a de plus en plus de réclamations des consommateurs contre leurs institutions bancaires? Qui devrait être responsable? C'est la question qui se pose. Qui devrait assumer le coût, les conséquences financières de ce nouveau type de fraude? Les consommateurs ou bien les banques? Alors, la thèse dans mon travail est qu'une responsabilisation accrue des banques en cas de fraude par paiement autorisé est un peu inévitable. Elle est déjà en cours tant au niveau jurisprudentiel qu'au niveau législatif et elle fait du sens pour 2 raisons principales. Tout d'abord, la banque est la partie experte la plus à même
de prévenir le risque de fraude. D'une part parce que la banque a une vue d'ensemble sur le système financier et connaît les stratagèmes de fraude les plus répandus dans une communauté. Elle a aussi accès au profil financier détaillé de ses clients et est en mesure d'identifier les transactions qui sortent de l'ordinaire. D'autre part, il faut rappeler, et ça c'est aussi une réponse à la question plutôt de la prof Duclos, que le droit de la consommation au Québec protège non pas le consommateur moyen et le consommateur raisonnable, mais bien le consommateur crédule et inexpérimenté. Et c'est ce que rappelle la décision de la Cour suprême Richard contre Times. C'est donc un seuil élevé de protection auquel les consommateurs sont en droit de s'attendre. Alors, oui, responsabilisation accrue, mais comment? Quel est le cadre législatif? Quel est le cadre en droit? Dans mon travail, je soutiens que les tribunaux peuvent d'ores et déjà et devraient reconnaître, en vertu même du contrat bancaire, une responsabilité contractuelle de la banque de prévenir la fraude par paiement autorisé. Et ce devoir pourrait se décliner en fait en théorie en plusieurs étapes telles que montre le thermomètre, en commençant par un devoir d'enquêter lorsque la fraude est soupçonnée. Ensuite, un devoir d'avertir le consommateur, de le prévenir d'une fraude potentielle. Troisièmement, de retarder ou de bloquer la transaction, le temps de procéder à des vérifications supplémentaires et éventuellement, en théorie, en dernier recours, le refus de la transaction si le consommateur persiste malgré la certitude de la fraude. Alors ça, c'est l'éventail théorique des possibles et c'est aux tribunaux de décider dans chaque cas où se situerait l'obligation de la banque. Évidemment, il est fort peu probable que les tribunaux se rendent jusqu'à l'étape 4, mais dans mon travail, j'argumente en faveur d'une étape 1, 2, peut-être 3. Surtout le 2, la prévention, pour revenir à la présentation d'Estelle avant moi, concept très important qui peut éviter nombre de litiges, nombre de pertes financières. Alors, passons au plan de l'analyse. Dans mon article, je regarde à la fois les solutions de droit commun contractuel et les solutions de droit spécial législatif. Et les deux sont nécessaires parce que même si je pense que dans l'idéal, l'idéal serait d'avoir un cadre législatif exhaustif, complet, uniforme, harmonisé au travers du pays. C'est ça qui serait le meilleur tant pour le consommateur que la banque, qui aurait une prévisibilité sur autant leurs devoirs et leurs responsabilités respectives. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. On a plusieurs projets de loi assez restreints, assez isolés, assez ciblés, et pour la plupart ne sont pas encore en œuvre, en vigueur. Et puis, il est nécessaire dans ces circonstances de regarder les solutions de droit commun contractuel qui permettent d'assurer une certaine protection du consommateur dans l'intérim de la mise en vigueur, l'entrée en vigueur de divers projets de loi et aussi pour combler les lacunes des situations qui ne seront pas couvertes par ces diverses lois. Alors, dans mon texte, je regarde 3 fondements possibles en droit commun d'une responsabilité de la banque. L'obligation de diligence raisonnable, qui est le cadre actuel priorisé par les tribunaux et qui est issu de la Common Law, comme beaucoup du droit bancaire nous vient du Royaume-Uni et de la Common Law. Et je regarde aussi le devoir de loyauté dans la relation de mandat. Et enfin, pour faire un clin d'œil à aussi une présentation précédente, l'obligation d'information, de renseignement qui fait partie de l'obligation de bonne foi. Alors, avec vous aujourd'hui, je vais regarder simplement, me concentrer sur l'obligation d'information, de renseignement, parce que je conclus dans mon travail que c'est en fait l'assise de droit commun la plus appropriée, la plus cohérente en droit civil pour une responsabilisation de la banque. Et puis, je vais aussi regarder avec vous aujourd'hui les solutions de droit spécial au fédéral avec la loi sur les banques et une nouvelle modification à cette loi, et au Québec avec la loi sur la protection du consommateur. Avant de se lancer dans l'analyse, quelques précisions simplement sur le cadre méthodologique de mon travail. C'est un travail de droit comparé, droit civil et common law, mais qui prend pour
pour base de référence le droit civil, complémenté ça et là par les lois fédérales inévitables. Oula, tout va bien. Les institutions bancaires, bien sûr la loi sur les banques et la loi sur le blanchiment d'argent, entre autres, et enrichi ici et là de comparaison avec la common law. Je regarde seulement les fondements contractuels, bien qu'il y ait une possibilité théorique de recours extra-contractuel contre la banque en cours du fraudeur, puisque toutes les banques ont des obligations réglementaires entre autres la loi sur le blanchiment, de vérifier l'identité de toute partie qui souhaite ouvrir un compte auprès d'elle. Mais je me concentre ici sur les recours contractuels. Et enfin, je regarde plus particulièrement le cas du consommateur, même si les entreprises ne sont pas immunes à la fraude, tout simplement parce que l'écart de pouvoir et le déséquilibre informationnel est beaucoup plus marqué dans le cas du consommateur que dans l'entreprise. Alors, commençons tout de suite avec la solution de droit commun que je propose, l'obligation d'information. Vous êtes tous certainement familiers avec le fameux arrêt bail de la Cour suprême du Canada, Banque de Montréal contre bail, qui établit le cadre général de l'obligation d'information en déclinant un test à 3 étapes. Tout d'abord, la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de l'obligation de renseignement. Deuxièmement, la nature déterminante de l'information en question. Et troisièmement, l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. Alors, dans le cas qui nous préoccupe, la fraude par paiement autorisé, les critères 2 et 3 ne posent pas vraiment de difficultés. Il ne fait aucun doute que l'information en question, qui serait l'information sur l'existence d'un risque de fraude, est de nature déterminante pour le consommateur, puisqu'elle met en jeu son intégrité financière. Aussi, le consommateur a peu de moyens de se renseigner soi-même sur les différents stratagèmes de fraude qui prévalent dans sa communauté à un moment donné et fait légitimement confiance à sa banque pour le protéger. Alors, l'élément du test qui nous paraît le plus pertinent, le plus déterminant dans notre analyse, c'est l'élément de la connaissance. Et ici, je me pose la question de savoir quel serait le niveau de connaissance que la banque devrait avoir avant qu'on lui impute une obligation d'information du risque de fraude au consommateur. Et en regardant la jurisprudence et diverses formulations de différents niveaux de connaissance, je conclus qu'une connaissance réelle du risque de fraude est un standard trop exigeant. Tout d'abord parce que la banque n'aura presque jamais une connaissance certaine d'une fraude qui se trame, mais aussi parce que ça serait un standard trop élevé qui serait incohérent avec les obligations existantes de divulgation des banques sous la loi sur le blanchiment d'argent. Donc, en effet, l'article 7 de la loi sur le blanchiment d'argent prévoit que doivent être déclarées au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, CANAFé, des opérations effectuées ou tentées où il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles sont destinées à perpétrer une infraction de recyclage de produits de la criminalité. Donc, à mon avis, un standard de connaissance plus proche de celui dans la loi sur le blanchiment d'argent, auquel les banques sont déjà tenues, soit celui de motifs raisonnables de croire, serait plus approprié. Alors, je propose le standard de connaissance de circonstances suspicieuses qui mènerait une personne raisonnable, en l'occurrence le banquier raisonnable, à enquêter. Et alors, on peut se demander quelles sont ces circonstances suspicieuses qui permettraient d'imputer une connaissance à la banque. Et ici, on trouve une panoplie, une abondance d'exemples en jurisprudence. Par exemple, le consommateur a un comportement anxieux ou confus, nerveux lorsqu'il se présente en succursale pour effectuer le transfert. Le montant du transfert est complètement démesuré par rapport aux avoirs du consommateur, ou encore s'il s'agit d'un transfert international vers un pays, par exemple, où le consommateur n'a aucun lien. Donc, tout ça, ce sont des drapeaux rouges que les banques ont déjà souvent des protocoles pour reconnaître. CANAFé propose aussi une liste d'indicateurs
dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent, qui peuvent aussi aider les banques à identifier ces circonstances suspicieuses. Alors, on voit qu'il y a obligation d'informer le consommateur ne se situe pas, en fait, se situe dans la ligne de continuité de la loi sur le blanchiment d'argent. Et regardons à présent quelques solutions de droit spécial proposées au fédéral, par exemple, au député, avec l'article 627.33 de la loi sur les banques, que nous avons déjà depuis 2022 et qui protège le consommateur contre l'utilisation non autorisée de sa carte de crédit. Alors, il serait intéressant d'avoir un article similaire pour protéger contre des risques de fraude plus larges, pas seulement les cartes de crédit, mais aussi les fraudes dans le compte bancaire du consommateur. Et c'est d'ailleurs ce que le législateur québécois va prévoir, et on va le voir à la diapositive suivante. Ici, c'est ce que cette disposition dit, c'est que la banque doit rembourser tout ce qui est au-delà de 50 $ d'utilisation non autorisée sur une carte de crédit du consommateur, sauf s'il y a eu négligence grave ou faute lourde du consommateur. On a aussi, tel qu'il a été mentionné par plusieurs autres collègues, le projet de loi omnibus fédéral C15 qui implémente divers promesses du budget de 2025, qui propose d'ajouter à la loi sur les banques une définition de la fraude par paiement autorisé. Donc, on a une reconnaissance législative de ce nouveau type de fraude et de ce nouveau problème social, et aussi impose plusieurs nouvelles obligations aux banques. Du côté provincial, nous avons deux très intéressantes nouvelles dispositions qui seront ajoutées à la loi sur la protection du consommateur, qui ont été votées en 2024, mais qui ne sont toujours pas entrées en vigueur. D'où l'importance d'avoir des solutions contractuelles dans l'intérim qui peut être plus ou moins long. 65.1 et 65.2. 65.1, rien de nouveau, on parle de fraude sans l'autorisation du consommateur. Mais 65.2 est particulièrement innovant parce qu'on parle de transfert avec l'autorisation du consommateur, mais dans le cas où il est victime d'une fraude. Et ici, la banque, le commerçant, doit rembourser toute somme débitée avec l'autorisation dans le cas où le consommateur est victime de fraude, sauf si la banque démontre qu'il y avait l'absence d'indices probants permettant de soupçonner la fraude ou en présence de tels indices, la banque a agi pour prévenir. Donc, on a ici une consécration législative de l'obligation de prévention de la fraude que je proposais plus tôt en trouvant des assises contractuelles avec le test de bail. Et on voit que le législateur a adopté un niveau de connaissance similaire au test que je proposais, avec ici, on a les indices probants permettant de soupçonner de la fraude, toujours ces circonstances suspicieuses-là. Donc, une connaissance imputée à la banque. Alors, pour conclure, nous avons vu ensemble aujourd'hui une possible assise contractuelle à l'obligation pour la banque de prévenir la fraude par paiement autorisé au travers de l'obligation d'information et ce devoir de prévention pourrait s'échelonner de manière progressive. On se rappelle le thermomètre plus tôt, en fonction du niveau de connaissance de la banque. Peut-être qu'on arriverait au niveau 4 s'il y avait une certitude de la fraude, ce qui est généralement très rare. Et au-delà, j'ai parlé des banques dans ma présentation, ça inclut les caisses d'épargne qui sont généralement soumises aux mêmes réglementations, mais ma recherche ouvre des nouvelles opportunités de voies de recherche, entre autres, avec ces autres entreprises de services monétaires, fournisseurs de services de paiement dont plusieurs de mes collègues ont parlé, et de la nécessité éventuelle de responsabiliser aussi ces autres acteurs. Alors, voilà, je vous remercie.